Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent, chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, des partages toujours plus personnels, de temps en temps aussi pour assister à des lives avec des invités et évidemment pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. D'habitude, pendant les fêtes de fin d'année, je vous laisse souffler un peu ou alors je vous propose des rediffusions du podcast. Cette année, grâce à Luc et Léa, mes deux podcast managers, j'ai pu innover. Ils m'ont aidé à vous préparer des épisodes compilation. Et dans l'épisode du jour, nous avons rassemblé les meilleurs extraits des conversations que j'ai eues à propos de l'argent, du couple et des inégalités hommes-femmes. Un moyen pour vous de découvrir des épisodes que vous n'avez pas écoutés ou d'en redécouvrir d'autres. C'est parti pour ce passionnant sujet de l'argent et du couple. Au cœur des problèmes d'argent dans le couple, on retrouve d'abord le déficit d'éducation financière. Je précise aussi bien chez les femmes que chez les hommes. On retrouve aussi le manque de dialogue, de communication à propos de l'argent et le poids de notre éducation genrée. J'ai choisi d'introduire cet épisode avec l'un des passages de la conversation que j'ai eue avec Clotilde Dussoulier, master coach certifiée et créatrice du podcast Change ma vie. Notre épisode, le numéro 54, a d'ailleurs été l'épisode le plus écouté de 2022. Et dans cet extrait, je demande à Clotilde s'il existe des différences de genre dans notre rapport à l'argent. T'as effleuré un sujet tout à l'heure sur lequel je vais m'engouffrer, sur les différences qu'il peut y avoir autour du genre. Est-ce que pour toi, il y a une expérience différente entre les hommes et les femmes autour de l'argent? Alors, par où commencer? Grosse question. Donc la réponse est évidemment oui. Tu as 3 heures. Non. Évidemment, oui, il nous faudrait encore plus de temps. Alors la réponse est évidemment oui, en précisant évidemment en astérisque de bas de page que ce sont des généralisations, c'est le conditionnement général. Il y a des femmes qui ont été élevées avec un conditionnement plus masculin autour de l'argent. Donc, il y a évidemment des différences individuelles, mais d'une façon générale, les messages que reçoivent les petites filles, puis les jeunes filles, et les petits garçons, puis les jeunes hommes autour de l'argent sont radicalement différents. C'est-à-dire qu'on n'attribue pas aux uns et aux autres les mêmes rôles. En fait, on attribue aux hommes le rôle de gagner l'argent, faire fructifier l'argent, ramener l'argent à la maison, et on attribue aux femmes plus un rôle de gestionnaire qui est on va t'attribuer, tu vas avoir, il y a ton mari qui va te donner une certaine somme d'argent pour faire tourner la maison, pour vêtir les enfants, pour payer les vacances et les paquets de semoule, comme dirait Lucille Quillet. Je crois qu'elle utilise l'idée des paquets de boulgour. Et donc en fait les croyances et les compétences dont on équipe les unes et les autres autour de l'argent sont fondamentalement articulés autour de ces rôles. Et donc aux femmes, on apprend à faire un budget, on apprend à économiser, on apprend à pas acheter un latte, on apprend à y aller mollo sur les vêtements le week-end, etc. Parce que c'est une mentalité de gestionnaire. Et on apprend plus aux hommes à négocier, à se vendre, à demander 50% de plus que ce qu'ils veulent pour avoir ce qu'ils veulent, à être assertif, à parler d'argent, à investir, à aller voir le banquier, à poser des questions, à pas se démonter, etc. Et de là partent évidemment un fossé qui s'élargit de plus en plus avec chaque année qui passe, parce que quand on est gestionnaire et qu'on fait des petites économies de bout de chandelle, c'est pas ça qui nous permet de préparer notre retraite à 55 ans, quoi. On ne s'enrichit pas en faisant des économies, on s'enrichit en gagnant plus d'argent. Et en fait, c'est ça l'injustice
de cette différence de conditionnement, c'est que cette différence de conditionnement conduit les femmes à avoir une vie financière stagnante, faite de petites économies, et les hommes à avoir une vie financière de croissance, puisque eux, on leur a appris comment gagner plus et de plus en plus, et comment faire fructifier ce qu'ils ont déjà. Et pour moi, c'est une distinction vraiment, enfin, pour bien comprendre le déséquilibre financier global entre les hommes et les femmes, c'est là que ça se joue. Continuons avec un récit, celui de Insaf El Hassini, avocate, auteure, créatrice du podcast Ma Juste Valeur et fervente défenseur de l'égalité salariale. Elle m'a raconté dans l'épisode 52 un événement de son histoire familiale qui l'a marquée à vie et qui illustre les catastrophes que peuvent provoquer un manque d'éducation financière. Mon père, est issu d'une fratrie de 3. Il a 2 filles et lui, c'était le 3e, le petit dernier. Et en fait, sa deuxième sœur, paix à son âme parce qu'elle est décédée maintenant, c'était une femme d'affaires formidable et incroyable. Elle est née en 1931 en Tunisie. Je vous laisse imaginer ce que les femmes dans les années 50 avaient le droit de faire en Tunisie à l'époque. Et malgré cela, elle a réussi à devenir entrepreneur, une entrepreneur à succès. Elle a vraiment bâti un empire dans la restauration et l'hôtellerie. Et du coup, quand elle est décédée, elle a laissé un certain héritage à tous ses enfants. Et une de ses filles a été chassée par un prédateur, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, qui s'est mis avec elle par intérêt. Et en fait, il l'a un peu dépouillé de tous ses biens parce qu'il a fait en sorte que, en s'appuyant un peu sur les conventions à l'époque morales, qui étaient d'acheter quelque chose avec l'argent de ta femme et de tout mettre au nom de ton mari. Voilà, il a fait cette opération-là où il lui a fait acheter plein de choses, plein de biens immobiliers, plein de biens mobiliers, qu'il a mis à son nom. Et une fois qu'il avait vraiment pris tout ce qu'il avait à prendre, il l'a quitté. Et du coup, ma cousine s'est retrouvée un peu une main devant, une main derrière, financièrement, parce que du coup, elle était vraiment en grande difficulté, mais surtout émotionnellement, parce que je te laisse imaginer ce que tu dois ressentir quand tu t'aperçois que la personne avec laquelle tu t'es mariée, avec laquelle tu as eu des enfants et avec laquelle tu as pensé mourir et faire toute ta vie, en fait, était là par intérêt et t'a utilisé vraiment comme un vulgaire, enfin, comme un objet, quoi. Et du coup, je pense pas qu'elle s'en est remise encore jusqu'à aujourd'hui. J'espère, mais je pense pas. En fait, ça a beaucoup marqué mon père. Et en fait, quand c'est arrivé, c'était dans les années 90. Et moi, j'avais une douzaine d'années. Et quand mon père a été au courant de l'histoire, il nous a convoqués dans le salon avec ma sœur et il nous a dit, écoutez, vous devez absolument bien travailler à l'école parce que vous devez avoir des métiers qui vous permettent de subvenir à vos besoins et vous ne devez jamais être dépendante économiquement d'un homme, que ce soit économiquement ou émotionnellement. Vous devez toujours maintenir une indépendance. On vit dans un monde où les femmes sont des proies et des proies faciles, d'autant plus quand elles ont de l'argent. Donc, il faut vraiment que vous fassiez attention toute votre vie. Et en fait, moi, ça m'a marqué. Ça a moins marqué ma sœur. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Et jusqu'aujourd'hui, je mets toujours un point à être indépendante émotionnellement et financièrement, même si je suis mariée et que j'aime mon mari et qu'il n'y a aucun sujet de ce côté-là. Mais il est très important pour moi de me dire si un jour c'est toujours très important pour moi de me dire, de me construire des soupapes de sécurité, des coussins de sécurité, des plans B pour me dire que si un jour il y a quelque chose qui arrive, je pourrais me retourner émotionnellement et financièrement. Je trouve qu'il y a un truc intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est un discours que beaucoup de gens ont entendu. Tu dois être une femme indépendante financière, mais je trouve que on va pas jusqu'au bout de la démarche. Je trouve que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ta première intelligence financière, ta première indépendance financière, c'est justement ton intelligence financière. C'est pas juste d'avoir un métier et de gagner de l'argent, mais c'est aussi de pouvoir mettre de l'intelligence, d'avoir du savoir, en fait, sur comment le placer, comment le faire fructifier, ce qu'il y a dans un contrat de mariage, parce que ce qui a fait défaut à ta cousine, elle avait un certain patrimoine, mais c'était un manque total d'éducation sur la question des finances, en fait, qui fait que son choix à elle n'a été que... Alors, il y avait le poids de la culture aussi, j'imagine, mais en fait, elle n'avait pas le choix que de faire confiance, en fait.
C'est-à-dire que quand tu ne sais pas et quand tu n'as pas de savoir financier, tu n'as pas le choix que de faire confiance à un mari, à un frère, à un père, à un banquier, à un conseiller, etc. Et de t'en remettre à d'autres pour te conseiller et te dire ce qui est mieux de faire avec l'argent qui est le tien, que ce soit du patrimoine ou que ce soit l'argent que tu gagnes en allant travailler. Bah, en fait, elle a surtout, moi, c'est comme ça que c'est ma lecture en tout cas, elle a abandonné son pouvoir et on peut retrouver ça dans l'éducation qu'on transmet aux femmes et aux filles. En fait, on leur dit que sur les questions d'argent, il faut qu'elles abandonnent leur pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, quand tu es une femme, après, voilà, tu as des degrés d'intensité en fonction de la culture et des biais de genre qui sont issus de cette culture, etc. Mais même si on circonscrit un peu notre analyse à la France, bah voilà, quand tu es une femme, tu abandonnes ton pouvoir quand il est question d'argent. Il faut pas que tu te mêles des questions d'argent parce que ça se fait pas dans la bouche d'une femme. Il faut pas trop qu'elle parle d'argent parce que sinon tu es rapidement considéré comme quelqu'un de vénal, quelqu'un d'intéressé. En fait, tu as un peu cette suspicion de vénalité qui, un peu comme une épée de Damoclès, tourne autour des femmes et on passe notre vie à essayer de prouver à la société, à notre conjoint, à notre employeur, à notre boucher, à notre boulanger, qu'en réalité, à nos amis, qu'en réalité, on n'est pas vénal. Et en fait, moi, et en faisant ça, en fait, on abandonne notre pouvoir parce que finalement, quand on va chez le banquier pour lui prouver qu'on n'est pas vénal, on va laisser notre mari parler des sujets d'argent et du taux d'emprunt et de X et de Y. Quand on est face à notre employeur, on abandonne notre pouvoir pour lui prouver qu'on n'est pas vénal en ne parlant pas des sujets de rémunération. Parce que finalement, qui on est pour déterminer quelle est notre valeur? Il faut pas le faire, ça se fait pas, c'est pas conventionnel de le faire, donc on abandonne ce pouvoir-là, etc. Et en fait, ça arrive jamais du jour au lendemain. Mais c'est des c'est des biais qu'on nous insuffle dès notre petite enfance ou qui font qu'aujourd'hui on devient des femmes qui devons nous déconstruire totalement sur les sujets d'argent parce qu'en fait on n'ose pas l'approcher, on en a peur et si on ose l'approcher et qu'on n'en a pas peur, quand on s'en approche et qu'on le vocalise, et ben tout de suite il faut vraiment le faire avec des pincettes, sinon il y a toute la société et toutes les conventions morales qui nous tombent dessus. Le prochain extrait est issu de ma conversation avec Lucille Quillet dans l'épisode 61. Lucille est journaliste et auteure de Le prix à payer, ce que le couple hétérosexuel coûte aux femmes. Lucille y met en avant les différences éducatives liées au genre qui conduisent à des inégalités financières entre hommes et femmes tout au long de leur vie et qui donc se répercutent notamment au sein du couple hétérosexuel. Moi, le but principal, c'était de parler de la reconnaissance qu'on doit aux femmes, des dons invisibles qu'elles font, des sacrifices qu'elles font, de tout ce qu'elles prennent sur elles au bénéfice des autres en oubliant leur individualité, tu vois. Et à un moment, je dis, le premier prix à payer, c'est l'oubli de soi. C'est pas, tu vois, c'est pas un chèque en blanc, c'est de plus avoir accès à sa propre individualité parce qu'il faut être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne machin, adapter sa carrière comme ça, dépenser tant dans le maquillage, s'épiler. Bon, voilà, je vais pas faire toute la liste, mais donc, en fait, c'était plus pour parler de ça. Si tu veux redonner confiance, se dire que c'est légitime aussi de parler de son argent parce qu'à travers ça, on parle de son individualité, ses choix, le moyen d'avoir le choix. Et en fait, aussi, d'une certaine façon, se faire respecter, tu vois. Et donc, pour moi, c'est des choses très saines. Et j'accuse pas forcément les hommes directement, tu vois. C'est plus une structure. Les hommes aussi sont, tu vois, en prise avec des stéréotypes liés à l'argent qui sont hyper limitants, tu vois. Et il y a plein d'hommes qui... Moi, je comprends que t'en aies qui réagissent en disant « Mais moi, je m'embête dans ma carrière. » Enfin, tu vois, l'expression consacrée, c'est vraiment « Je me fais chier au travail. » pour amener de l'argent pour ma famille, pour qu'on puisse avoir une jolie maison, partir en vacances, tout ça. Donc eux aussi, ils sont pas en train de jouir dans l'ombre, tu vois, de ces dons invisibles. Ça se passe pas comme ça. Mais eux, ils se mettent la pression. Il faut gagner beaucoup d'argent. Il faut être celui qui amène le gibier sur la table. Il faut être le pourvoyeur parce que eux aussi, ils ont été moulés dans cette identité où pour être un vrai homme, il faut avoir du pouvoir, il faut avoir de la puissance, il faut avoir de l'argent, il faut être dominant, tu vois. Là où les femmes, elles ont été plus construites dans l'idée de obtenir l'amour des autres, en s'oubliant et surtout en ne comptant pas.
en ne s'intéressant pas à l'argent. C'est pas l'argent qui va faire que ta vie de femme est validée par l'ensemble de la société. Là où pour un homme, quand tu gagnes beaucoup d'argent, même si tu es célibataire sans enfant, on va dire bah oui, c'est bien, il a réussi sa vie, tu vois. C'est pas, donc on est quand même dans des choses, dans une espèce d'asymétrie de standards, mais qui sont pesants pour les femmes et qui sont aussi pesants pour les hommes. La différence, c'est qu'eux, ils ont plus d'argent, donc plus de choix, donc quand même plus de moyens. Tu dis, on est éduqué à être aimé, à aimer l'amour, à en rêver, à désirer de ce destin, destin de se marier. Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. On est, voilà. On est élevé pour ça, quoi. À cet idéal-là, mais en fait, moi, je trouve pas ça mal tu vois, d'apprendre à désirer l'amour, on va dire, de se projeter dans tout ça. Ce qui est embêtant, c'est que c'est pas forcément réciproque. T'as une asymétrie totale où après, du coup, il y a une pression beaucoup plus forte sur les femmes pour être en couple, avoir des enfants. Sinon, ta vie n'est pas validée. Donc, une fois que tu comprends ça, ça veut dire que tu vas obéir enfin, du moins, cocher beaucoup de cases pour arriver à cet idéal-là, tu vois. Et donc, ça passe par des étapes, ça passe par des dépenses, ça passe par des sacrifices. Où du coup, si une vie réussie est une vie en couple avec des enfants, en étant une bonne mère, une bonne épouse, il faut faire ça. Et là, tu commences la grande addition, on va dire. Et ça commence, enfin, tu vois, le livre est découpé avant même d'être en couple, pendant le couple, après le couple. Et avant même d'être en couple, on a la charge esthétique, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire, toutes les façons dont on va domestiquer notre corps et lutter contre sa nature pour être des bonnes candidates au couple hétéro. Je te dis ça, moi je me maquille et tout. Enfin, il y a un moment où j'écris pas le livre, si tu veux, en me disant il faut tout arrêter, mais juste prenons conscience de ça. Ouvrons, tu vois, des options. Qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà, je parlais du test de la salle de bain, donc je m'inclus dedans. Je vais dans ma salle de bain, je compte tous les produits qu'il y a à mon usage exclusif et j'arrive à un panier de 1 000 euros. 1 000 euros, ça paraît énorme. Mais en fait, si tu comptes voilà, tout le maquillage, les crèmes, les sérums, les shampoings, les masques, le sèche-cheveux, le lissage, le vernis, les rasoirs, tout ce que tu dépenses toi pour la beauté. Et je compte mon conjoint, lui, il a 5 euros, quoi, tu vois. Et je dis, mais en fait, 1 000 euros à peu près, ouais, tous les ans, on va dire que j'investis en beauté, mais qu'est-ce que je pourrais en faire? Ça fait combien d'années que je fais ça, en fait? C'est quoi? C'est 15 000 euros? C'est 20 000 euros? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre de cet argent? Ça veut pas dire que je vais tout arrêter, mais tu vois, juste ouvrir cette fenêtre, on va dire, mentale et se demander ça. Et en fait, toutes les choses qu'on fait, c'est pas que de l'argent, c'est aussi de l'énergie, c'est aussi du mental, tu vois. Les femmes sont considérées à tort comme de moins bonnes gestionnaires financières que les hommes et leur rôle dans les grandes décisions financières du couple est relayé au second plan. Ce sont les femmes d'abord qui cèdent ce pouvoir et pourtant encore un stéréotype qui ne tient pas les preuves des faits. T'as aussi ce savoir financier, la gestion de l'argent, qui très souvent est uniquement tenu par les hommes au sein des couples. Alors après, ça, c'est plus rigolo. Les couples sont riches et plus les hommes s'en occupent. Exactement. Alors qu'en fait, parce qu'on va dire, c'est quand même des histoires d'argent, lui, il saura mieux remplir la déclaration d'impôt que moi. On n'est jamais trop de deux pour relire une déclaration d'impôt. C'est aussi se protéger, tu vois, que chacun soit au courant, quels investissements sont faits, tu vois, c'est de la co-responsabilité. Donc c'est quand même plutôt intelligent. Puis surtout, il faut arrêter de se dire que les femmes sont mauvaises en argent parce qu'elles sont les meilleures gestionnaires. C'est-à-dire qu'elles gèrent la situation la plus difficile, c'est quand il n'y a pas d'argent. Et là, on tombe dans les foyers pauvres. Et notamment les familles monoparentales. Donc là, c'est un peu ce que j'appelle le syndrome Mary Poppins. Tu dois faire advenir des miracles à partir de pas grand-chose. Dans 75% des couples, l'homme gagne le plus. Dans 75% des décisions judiciaires liées à la garde des enfants, c'est donné exclusivement à la mère. Donc, tu vas demander à la personne qui a le moins de ressources financières de faire le plus. Parce qu'au passage, autre statistique, mais au moment d'une séparation,
les femmes perdent 20% de leur niveau de vie et les hommes 3%. 3% donc, seulement. Voilà. Et en plus, moi, c'est un peu cette image. Et les hommes le récupèrent plus vite que les femmes aussi. Exactement, ouais. De fait. Pour résumer, si tu veux, la famille, c'est comme une locomotive où on se dit, bon, bah, papa, il est devant, il conduit, c'est, tu vois, la cheminée qui mène le train, sa carrière, son revenu, tu vois, c'est prioritaire. Maman balance du charbon derrière, les enfants sont dans le wagon du milieu, tout le monde est content. Ok, ça c'est bien quand on est ensemble. Quand on se sépare, ce qui se passe, c'est que la locomotive de papa, elle va continuer de fuser parce qu'il a son évolution professionnelle qui est lancée, son avancement de, tu vois, de revenus, il va continuer à avoir son évolution de salaire, de droit au chômage, des droits à la retraite, encore une fois. C'est lancé. Donc, quand on dit je me fais chier à travailler pour ma famille, oui, mais tu le fais en ton seul nom. Donc, ces droits-là, cette sécurité-là, cette richesse-là, elle reste en ton seul nom. Donc, c'est quand même quelque chose de capital dont il faut se rappeler. La femme, elle reste à quai avec les enfants et elle va continuer à pied. Pas du tout le même rythme. Tu as moins de ressources, tu as moins de revenus et tu as deux enfants ou des enfants, un enfant à charge. Et la pension alimentaire moyenne en France, c'est 170 € par mois par enfant. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de débattre trop longtemps pour se mettre d'accord que 170 € par mois par enfant, c'est rien. Dans l'histoire personnelle de Camille, sa condition de femme qui veut investir lui a valu l'incrédulité non seulement de son entourage, mais aussi de tous les professionnels de l'immobilier qui ont croisé sa route d'investisseuse. L'extrait est issu de la story 12 du podcast. Ce qui m'a le plus marqué quand je me suis lancée dans l'investissement immobilier, c'était l'image que les gens que j'ai rencontrés pouvaient avoir de moi, notamment les agents immobiliers ou bien les gens sur les chantiers ou autres. Souvent, ça paraissait inconcevable à ces gens que je puisse investir toute seule en tant que femme et en tant que jeune. À l'époque, quand je me suis lancée, j'avais moins de 30 ans. Et souvent, j'avais droit à la même question de la part des agents immobiliers quand ils me voyaient arriver à la visite. Mais c'est pour vous ? Vous investissez toute seule ? Mais vous avez quel âge ? Tout le temps la même chose. Et en fait, ça m'a énormément fait douter de moi. Je me disais, mais pourquoi ils croient pas en moi ? Pourquoi moi, je pourrais pas le faire ? Parce que je suis une femme, parce que je suis jeune, parce qu'ils pensent que j'ai pas les connaissances. Et aujourd'hui, je suis fière de là où j'en suis arrivée, parce que je me rends compte que moi, du haut de mes 29 ans à l'époque, en tant que femme et sans avoir de connaissances dans l'immobilier, simplement par ma volonté et grâce à la formation que j'ai faite, j'y suis arrivée. Aujourd'hui, j'ai un investissement immobilier qui marche et je suis capable d'en parler et je me sens confiante en moi. Je sais comment j'ai fait, je serai capable de refaire le même type de projet. Donc, je me sens vraiment très reconnaissante envers moi-même d'être montée en compétence et d'avoir réussi à faire ça. Mais où est la modernité dans tout ça ? Les femmes qui gagnent plus que leurs conjoints, les femmes qui gagnent autant que les hommes, malheureusement, les statistiques contredisent cette vision moderniste du couple. Je vous propose d'écouter à nouveau Lucille Quillet sur cette question précise. Dans 75% des couples, celui qui gagne le plus, c'est l'homme. Et en moyenne, au sein des couples, en France, tu as 42% d'écart de revenus. Tu as ces deux stats qui sont quand même très, très parlantes. Donc, c'est vrai que parfois, on voit autour de nous, on se dit non, mais on fait à peu près les mêmes métiers ou on a le même niveau de salaire. Il faut toujours reprendre les statistiques générales. Les écarts sont vraiment présents encore au sein du couple. C'est pour ça que, je dis ça pour les auditeurs qu'ils ne s'étonnent pas qu'on parle principalement en fait de ce standard, de ces 75%, et non pas effectivement des couples dans lesquels il y a plus d'égalité ou alors où l'inégalité est favorable à madame. Ouais. Après, même dans les couples où tu as une égalité de revenus, tu auras une répartition des dépenses peut-être stéréotypée. Tu auras des calculs qui vont être défavorables. Tu auras au moment, s'il y a des enfants, au moment où les enfants arrivent, des logiques qui vont être aussi différentes. Donc, en fait, c'est pas tellement... Je veux dire, le fait d'avoir des revenus à peu près égaux, ça met pas pour autant le sujet sous le tapis, si je puis dire. Ouais, non, mais t'as raison, on va en parler. Il y a bien de ce que ton livre est structuré autour des moments de la vie, donc très tôt, et puis ensuite avant le couple, et puis pendant le couple, et puis après le couple. Et pour en revenir sur l'argent qu'on n'a pas, en fait, à un moment donné, tu dis dans le livre, les hommes donnent dans le couple ce qu'ils ont, c'est-à-dire l'argent justement,
parce qu'ils mettent à disposition leur salaire pour le couple et la famille. Et en fait, les femmes donnent ce qu'elles n'auront pas. Exactement. C'est-à-dire, elles vont donner en général du temps qui se traduira en fait par un manque à gagner ou quelque chose qu'elles n'auront pas in fine, donc un moins de salaire, un moins de retraite et un moins de temps aussi pour elles-mêmes. Donc c'est au bénéfice, donc c'est comme les échanges au sein du couple, on les croit dans un seul sens, on pense à l'homme qui effectivement met son salaire à disposition et puis on oublie ce que la femme met à disposition pour le bon fonctionnement aussi de cette histoire de famille. Complètement, en fait, moi je trouve ça intéressant de penser à tous les dons qui sont mis dans le panier commun du couple. Et donc, tu as des dons matériels, financiers, et puis tu as des dons immatériels, le temps, le care, la disponibilité. Et c'est vrai que souvent, quand on parle de l'argent, on pense à l'argent qui existe. Voilà. Qui a été gagné, celui qui est sur le compte en banque. Penser à la valeur, en fait, du travail domestique, à la valeur que crée une femme qui passe à temps partiel ou même pas, mais juste qui adapte son travail ou du moins sa trajectoire professionnelle aux enfants, au déménagement aussi. Tu vois, je pense à une statistique, tu as 90% des conjoints d'expatriés qui sont des femmes. Donc quand tu as une entreprise qui fait une super offre à l'étranger, à Singapour, à Dubaï, à Mexico, où tu veux, tu vois, la plupart du temps, c'est plutôt des femmes qui vont suivre, je déteste ce verbe, mais suivre la carrière de leur conjoint et s'y adapter, tu vois. Donc, on est dans ces logiques-là. Et en fait, c'est cet argent invisible, parce qu'il n'existe pas, mais en fait, c'est du coût d'opportunité. Et à partir du moment où tu commences à réfléchir au coût d'opportunité et à ce que les femmes donnent dans le couple et à ce qu'elles permettent d'advenir grâce à leur temps et à leurs dons invisibles, là, c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore. Donc, c'est vrai que moi, quand tu vois, on a un peu ces stéréotypes, des choses qu'on entend, son partenaire gagne plus qu'elle, elle vit dans un grand appartement, elle est un petit peu entretenue, elle paye que 30% du loyer, elle a quand même de la chance, elle vit bien et tout. Tu dis oui, mais en fait, est-ce que son partenaire, il accepterait de vivre dans un appartement à la hauteur de son salaire à elle? Peut-être pas forcément. Peut-être que 30% déjà de sous-gros loyer, c'est beaucoup pour elle. Et puis, en fait, elle n'est pas forcément entretenue parce que peut-être qu'elle adapte plein de choses aussi, tu vois, autour de ça. Donc, je trouve que le côté de ne penser que à l'argent qui existe, en fait, c'est trop facile. C'est trop facile et ça bénéficie toujours aux mêmes personnes parce que du coup, tu vas te dire, c'est quand même des hommes qui sont des grands seigneurs, qui ont le plus d'argent, qui donnent le plus d'argent pour la famille, qui payent plus. Et là, toi, tu viens nous dire que le couple est potentiellement une arnaque et que les femmes perdent de l'argent alors que c'est les hommes qui mettent beaucoup plus leur argent à disposition. Mais si tu prends le problème à l'envers en pensant en coût d'opportunité, tu peux te dire que les hommes n'auraient pas les carrières qu'ils ont, ils n'auraient pas les revenus qu'ils ont, ils n'auraient pas les droits au chômage, les droits à la retraite qu'ils ont sans le travail gratuit des femmes. Et quand je dis le travail gratuit des femmes, c'est beaucoup de femmes, c'est même pas que leurs compagnes, c'est aussi leur mère, leur tante, leur sœur, tu vois, qui font à manger, qui font des lessives, qui gardent les enfants. Tu vois, typiquement, c'est ça, hein, quand il y a un enfant. Enfin, l'enfant, c'est vraiment le détonateur, on va dire, de tout, même si tu as déjà des inégalités qui se structurent avant. Qui s'occupe de l'enfant, qui va gérer ce temps-là quand il n'y a pas de place en crèche, quand on a des imprévus, et c'est la mère ou tu appelles la grand-mère, la sœur, la tante. C'est des femmes qui viennent s'occuper des enfants. Et je pense que là, en plus, on va rentrer aussi dans cette même problématique avec la vieillesse. Je vous le disais en préambule, au-delà de nos éducations genrées, l'épineuse question du dialogue dans le couple à propos de l'argent est aussi un fléau. Dans la mesure où l'argent est un sujet majeur de discorde et de séparation ou de divorce, on peut légitimement se poser la question de la place du dialogue à propos de l'argent dès les premiers temps de la relation, au moment même où s'établit l'alchimie ou la recherche de compatibilité. J'avais d'ailleurs posé la question à Héloïse Boll, qui est conseillère en gestion de patrimoine, auteure de la superbe newsletter Oseille et compagnie et du livre Les bons comptes font les bons amants, que j'avais reçu très tôt dans l'histoire du podcast, dans l'épisode numéro 16,
de richissime. Est-ce que tu crois que l'argent peut vraiment être un motif d'incompatibilité? Oui, mais être un motif d'incompatibilité tel que effectivement on questionne notre compatibilité sur plein de plans avec notre moitié. D'ailleurs, cette expression est horrible, mais est-ce qu'on s'entend bien sur le plan intellectuel, sexuel, est-ce qu'on regarde dans la même direction, est-ce qu'on partage les mêmes passions, etc. Mais on se pose jamais la question de la compatibilité financière. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit se poser comme question? Si demain je rencontre quelqu'un, sur quoi on doit s'accorder, sur quoi on doit tilter à l'inverse par rapport à... Qu'est-ce qui peut éveiller un peu notre intellect sur « oulala, j'ai l'impression qu'on va pas du tout dans la même direction ». Soit c'est fuyons, soit c'est au moins discutons-en, quoi, parce qu'il y a un loup à sortir, quoi. Il y a quelque chose qui peut t'alerter pas mal, c'est de voir que vous ne dépensez pas du tout votre argent de la même façon. Il y a des gens qui vont laisser, je parle chez des gens qui ont des revenus corrects, qui vont flamber la moitié de leur salaire ou plus en resto, en choses que certains jugent futiles ou et parce qu'ils aiment se faire plaisir. Il y en a d'autres qui vont thésauriser beaucoup. Il y en a qui vont acheter des montres, des sacs à main, enfin il y a tout un tas de choses, mais peut-être que à la 15e montre ou au 20e sac à main, l'un ou l'autre peut être alerté et se dire mais que cache cette envie de sac à main. Non, c'est un peu caricatural, mais est-ce que en gros, où va l'argent et quel sens tu lui donnes et bon là encore une fois, je suis pas dans mon, c'est pas ma spécialité, je suis pas thérapeute, mais c'est quand même ça montre une certaine forme d'attachement soit à certaines valeurs très matérielles ou à un confort et un besoin d'être rassuré quand tu épargnes beaucoup. Souvent on dit que c'est aussi une façon de se rassurer sur l'avenir ou au contraire ça peut dénoter une insouciance totale si l'argent glisse entre les doigts et finalement, la question autour de tout ça, c'est pas tant l'argent que ce que veut dire l'argent et ce qu'il y a derrière, en fait, les tempéraments des personnes. Est-ce qu'elles sont inquiètes? Est-ce qu'elles sont légères ou très détendues? Est-ce que c'est pas forcément de la légèreté non plus? Est-ce qu'on considère qu'elles sont futiles? Est-ce que y a des gens qui aiment bien acheter des biens, des choses qui sont durables, un très beau mobilier qui va durer 30 ans, des très belles choses. Y a d'autres gens qui préfèrent acheter des petites choses peut-être un peu moins durables, mais parce qu'elles se disent qu'elles vont pas garder ce mobilier toute leur vie. Enfin, il y a toute une façon de voir les choses qui est derrière cette façon de dépenser l'argent. Et donc, dans le livre, je raconte cette anecdote qui m'a été d'ailleurs racontée par une thérapeute, qui est l'histoire du canapé. C'est un jeune couple qui va chercher un canapé chez un marchand de meubles bien connu, et le débat commence sur quel prix faut-il mettre dans le canapé. Et en fait... voilà, il y a celui qui dit on a besoin d'un canapé solide qui va durer et on n'en rachètera pas un toutes les 2 minutes. Et l'autre qui dit non mais on va déménager dans 6 mois, c'est pas la peine qu'on achète un canapé en or alors que il rentrera pas dans notre prochain appart. Et tout ça finalement est quand même assez symptomatique de la façon dont on voit les choses aussi pour la suite. Et est-ce qu'on n'a pas tendance à justement à relayer ces divergences au second plan en se disant bon, il aime bien
il aime bien acheter des canapés qui vont durer à 1500, 2000, 2500 euros, alors que moi, j'en changerais bien tous les 3-4 ans et acheter le canapé à 300 balles, quoi. Est-ce que, évidemment, comme tu le dis, ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière tout ça. Et ça paraît un peu micro-symptomatique, mais en vrai, c'est peut-être révélateur de choses qui peuvent créer des plus grosses frustrations, qui avec le temps vont se porter non pas juste sur un canapé, mais sur un matelas, sur l'achat d'une maison, sur, tu disais tout à l'heure, la localisation de... on va habiter dans tel quartier plutôt qu'un autre, etc. Et puis, finalement... grossir et être source de conflits dans le couple, quoi. Bah oui, parce que au quotidien, malheureusement, on est obligé de dépenser un peu d'argent pour faire ses courses de nourriture, enfin pour remplir le frigo, pour habiller ses enfants, pour se loger, pour partir en vacances quand on fait partie des chanceux qui partent en vacances. J'ai envie de vous partager maintenant quelques récits que j'ai recueillis dans le podcast. D'abord, Chloé, que vous avez découvert dans l'épisode story numéro 7, qui a été séduite par la désinvolture de son bien-aimé vis-à-vis de l'argent et dont l'histoire d'amour s'est transformée en ruine financière. Dans ma tête, je me disais, c'est pas grave, il est comme ça fait partie de sa personnalité. Moi, de toute façon, j'ai un meilleur salaire qui est régulier puisque je suis fonctionnaire, donc pas d'inquiétude. Au contraire, j'étais plutôt contente de me dire, grâce à mes revenus, on va pouvoir vivre plus confortablement, plus de la façon à laquelle il est habitué. Et en fait, je trouvais ça très reposant après les vies de couple précédentes dont j'ai parlé, toutes ces disputes et ces tensions sur l'argent. Lui, il avait une attitude qui était complètement détendue. C'était, s'il y a de l'argent, tant mieux. S'il n'y en a pas, on trouvera toujours une solution plus tard. C'était pas un problème. Et on faisait aucun compte pendant nos premiers temps de vie commune, c'est-à-dire que chacun payait au fil de l'eau, sans compter, sans regarder où on en était de son compte en banque. Alors à l'époque, on pouvait se le permettre puisque on s'était installé dans son logement qui n'était pas très cher. Il avait 2 fils, mais pour lesquels il avait plus de dépenses à assumer. Donc voilà, avec finalement 2 revenus, même si le sien n'était pas élevé, pas d'enfants à charge, on s'en sortait bien. Et en fait, j'ai mis du temps à prendre conscience qu'il y avait un problème, puisqu'au début, je trouvais vraiment cette attitude reposante. C'est vrai que je trouvais ça un petit peu compliqué parfois parce que je me rendais bien compte que j'arrivais plus à gérer mon argent comme avant. J'avais interrompu puis repris mes versements sur une assurance vie, mais beaucoup moins qu'avant, c'est-à-dire qu'en gros, j'épargnais 100 € par mois. Donc je me disais bien, c'est vrai qu'avant j'épargnais quand même beaucoup plus, alors que finalement les revenus du ménage étaient relativement similaires, et puis qu'on avait un loyer moins élevé. Mais j'analysais pas vraiment le problème. Simplement, ce qui se passait, c'est que donc on payait chacun au fil de l'eau, mais en gros le 10 du mois, il me disait écoute, là je suis à 0, donc je paye plus rien. Ce qui fait que moi j'arrivais pas à anticiper, à me projeter. Et en parallèle, on avait donc un style de vie qui était pas complètement délirant, mais qui était quand même hors de proportion avec nos revenus. C'est-à-dire qu'on pouvait partir en week-end à l'étranger, un petit peu sur un coup de tête, dans un hôtel 4 étoiles. Alors pas tous les mois, mais c'est arrivé quand même régulièrement pendant cette période. On mangeait beaucoup au restaurant. On sortait pas mal, on s'est acheté des meubles vraiment très chers, qui pouvaient représenter 2 mois de salaire, ce qui est beaucoup quand même quand on est, comme moi, une jeune active qui n'a pas spécialement d'épargne, du coup en dehors de l'héritage que j'avais touché. Écoutez maintenant Seth, qui a vidé son compte épargne par amour pour une femme, comme il nous le raconte dans la story numéro 9 du podcast. Et au bout d'un moment, il disait, oui, je pourrais plus assumer plus tard pour te rembourser par rapport à tout ce qu'on achète. Et vu qu'il y avait des choses à acheter, et j'avais des sous de côté, je disais, ok, c'est pas grave, ce truc-là, je le prends, ce meuble télé, c'est pas grave, je le paye moi-même. Et de fil en aiguille, j'ai payé beaucoup de choses moi-même pour juste aménager correctement et éviter d'avoir des disputes sur des petites bricoles par rapport à un truc qui coûtait 5 €, 10 €, 15 €. Donc voilà. Donc finalement, je me suis retrouvé sans économie. Au bout de 3 mois d'aménagement, je me suis retrouvé avec 0 économie. Donc ça a commencé à m'alarmer un peu.
et je ne voulais plus rien acheter, vraiment rien acheter parce que je n'arrivais plus à tenir. Et elle, de son côté, je ne savais pas comment elle s'arrangeait, mais tous les mois, elle se retrouvait toujours en découvert. Ce qui ressort de ces récits, c'est une incompatibilité financière qui est détectée trop tard quand le mal est fait. L'amour prend le dessus sur l'argent en dépit parfois du bon sens et de sa propre sécurité financière d'abord, mais aussi sécurité émotionnelle. Parce que oui, comme le souligne Jessica Purbey, que j'avais reçue dans l'épisode numéro 34, le plus gros défi d'un couple est d'évoluer dans la même direction. Et d'ailleurs, le statut social, il y a l'environnement qu'il y a derrière. Qui est-ce que le partenaire fréquente? Parce qu'on parle de, là tu dis par exemple, équipier chez McDo. Alors peut-être que si c'est un boulot, on va dire d'un mois pour j'en sais rien. Parfois on a des moments dans notre vie, un cycle, une période où on a besoin d'argent parce que on a vécu des choses et donc on va peut-être faire un boulot rapidement. Mais si c'est notre boulot à plein temps pendant des années, forcément, on dit toujours qu'on est la moyenne des gens, des 5 personnes qui nous entourent. À un moment donné, ce qu'on peut se dire aussi, c'est finalement, est-ce que la personne va évoluer de la même façon que nous parce que son environnement est pas le même. Mais ça, c'est une vraie réalité en fait, parce que moi, je le vois très bien chez les couples que j'accompagne. La plus grosse difficulté, c'est la capacité d'évoluer de la même façon. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, j'ai l'impression que le plus gros défi du couple, c'est de durer. Et de durer parce qu'on est des individus avant d'être un couple et qu'on a chacun envie de poursuivre des trajectoires qui sont des fois parallèles et des fois qui le sont absolument pas. Donc ouais, non, c'est pas du tout simple. Alors pour éviter la rupture, il est très important d'aborder le sujet de l'argent rapidement dans son couple et de répartir équitablement les dépenses. Mais comment faire ? Est-ce qu'on part sur une stricte égalité ? Est-ce qu'on part sur une répartition proportionnelle ? Proportionnelle à quoi ? Au patrimoine, aux revenus ? J'avais évidemment posé directement la question à Héloïse Boll dans l'épisode numéro 16. Du coup, on commence par où et à quel moment quoi ? Dès le premier date, on a matché sur Tinder, on va se voir dans un café, dis tu fais quoi, tu gagnes combien ? Tu vois, je pense que c'est peut-être un peu prématuré, mais bon, après il y a des gens qui sont très à l'aise. Je vois que tu souris. Non, mais il y a des gens qui sont très à l'aise pour en parler dès le premier rendez-vous. Pour moi, ça pourrait presque avoir un côté un peu rédhibitoire en fait. Je pense que c'est plus quand on commence à avoir vraiment une relation un peu suivie qu'on voit bien. De toute façon, si on arrive à suivre le train de vie que nous impose l'autre, ou si au contraire on le voit toujours freiner des cas de fer à chaque fois qu'on veut aller dans un restaurant ou faire une sortie ou un voyage parce qu'on comprend qu'il est gêné. Enfin, ça doit être de toute façon abordé, parce que si on vit pas sur le même train de vie, il faut de toute façon aborder le sujet pour pas que ça devienne une source de conflit. Sinon, si tu laisses, à mon avis, déraper un sujet comme celui-là, ça explose en vol très vite. Mais ce qui est plus compliqué, et ce qui est surtout plus important, même si c'est plus dur, c'est d'en parler le jour où on s'installe. Bon, voilà, on va faire facture commune. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on gère ? Est-ce qu'on paye chacun son tour ? Est-ce qu'on prend Est-ce que tu payes ça ? Moi, je paye ça. On se répartit les factures. Qu'est-ce qui est juste ? Est-ce que ça te dit qu'on prenne... Je sais pas, moi, après, quand on s'installe, il y a aussi le choix de l'appartement et donc du quartier, etc. Parfois, il y a des gens qui sont déjà pas en phase sur le budget qu'ils veulent mettre ou sur ce qu'ils veulent pour tel budget. Et donc, c'est important d'en parler à ce moment-là. Quand tu as dit, surtout quand il y a des disparités dans le couple, ça m'évoque des situations de mon entourage, mais c'est vrai quand il y a des grandes disparités de revenus dans le couple,
J'ai déjà vu des mécanismes de compensation par le cadeau. Celui qui gagne plus est un peu dispendieux, quoi. C'est-à-dire que non, on fait 50-50, parce qu'a priori, on partage le même appartement, on a la même consommation d'électricité, d'eau, et on mange la même chose dans le frigo, quoique monsieur, en général, mange plus, mais bref. Donc on fait 50-50 sur ça, mais par contre, chérie, je suis désolée, c'est un peu sexiste, c'est souvent monsieur, mais... Par contre, je te paye un resto de temps en temps, je te paye les vacances, etc. quoi. Et en fait, on peut y trouver son compte à un instant T, mais je me suis rendu compte en lisant ton livre que c'était dangereux parce que en attendant, la personne qui se fait offrir plein de choses, elle ne met toujours pas d'argent de côté. On n'est toujours pas dans cette idée que donc on équilibre entre guillemets le train de vie parce que l'un offre à l'autre, mais on pense pas du tout à l'avenir et à la protection pour le futur. Et il y en a un qui épargne, qui en plus est dispendieux et fait des cadeaux à l'autre, donc il a vraiment le beau rôle. Et l'autre participe à même hauteur aux frais du quotidien, mais n'a pas d'argent à mettre de côté. Et du coup, on a juste oublié un élément dans l'équation, c'est l'épargne, quoi. Donc celui qui gagne moins, il se fait pas d'épargne. Et 5 ans, 10 ans après, quand il y a séparation, il s'est pas fait d'épargne, quoi. Donc c'est un peu on croit que c'est un bon système, mais en fait, c'est un mauvais système, quoi. Moi, je l'ai vu dans mon entourage et tu le décris dans le livre, quoi. Alors en fait, le système que tu décris, c'est peut-être le moins mauvais dans l'affaire. Enfin, c'est mauvais si la personne qui gagne le moins n'épargne pas du tout. Il y a des situations dans lesquelles elle épargne pas mal de façon assez indolore, c'est quand le couple a acheté sa résidence principale. Là, si la personne qui gagne le moins participe au remboursement du crédit, d'ailleurs, elle y a quand même très largement intérêt, elle a une épargne de toute façon assez lourde qui s'est mise en place de façon un peu naturelle. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des gros déséquilibres quand le salaire de l'un augmente fortement et le salaire de l'autre pas du tout. Et donc, il faut faire assez attention et il faut alerter celui qui gagne beaucoup, qui n'a pas toujours conscience de cette réalité-là, en disant parce que tu gagnes beaucoup plus d'argent, on a un train de vie qui est un petit peu monté en puissance parce que c'est vrai, on est plus à l'aise, c'est formidable, etc. Mais moi, pour suivre cette cadence de 50-50, je n'arrive plus à mettre 1 euro de côté. Là, c'est embêtant et là, il faut tirer la sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme, Seth et Chloé l'ont respectivement tirée un peu tard dans leurs histoires, mais ils en retiennent aujourd'hui des apprentissages qui sont très forts. Je me suis rendu compte que c'est pas évident de gérer l'argent à deux et que quand on se retrouve avec quelqu'un qui a un profil financier qui est complètement différent d'une autre et qui, quand on y regarde de près, finalement n'est vraiment pas rassurant puisque quelqu'un qui arrive... qui est dans la maturité, qui a gagné beaucoup d'argent et qui n'en a plus du tout, voire qui a des dettes, c'est pas un profil rassurant, que c'était important de se préserver plus que je ne l'avais fait. Donc si c'était à refaire, c'est pas du tout que j'éviterais cette histoire, parce que c'était une belle histoire et je regrette pas du tout de l'avoir vécue. Mais par contre, c'est vrai que je protégerais plus mes propres intérêts, sans doute en gardant des finances plus séparées, puisque là, par exemple, le fait de se marier... sans trop réfléchir avec le régime légal, d'acheter une maison sans déclarer que ce que je mettais, c'était des fonds propres et non pas de l'argent commun. Le fait de ne pas me renseigner suffisamment avant de me mettre en couple, avant de me marier et de ne pas penser aux conséquences possibles. C'est vrai que je n'aurais jamais imaginé une séparation, mais je pense, comme la plupart des gens qui se marient n'imaginent pas une séparation, et il y en a quand même une bonne proportion qui se séparent. Donc, si c'était à refaire, disons que je garderais la tête un peu plus froide. Le sujet de l'argent doit être évoqué très vite au début et il faut pas avoir le complexe de vouloir plaire à l'autre ou satisfaire l'autre et accepter des choses qui ne nous conviennent pas. Donc, un conseil aux jeunes qui ont pour ou même des couples ou même des personnes âgées qui ont pour ambition d'aménager ensemble et tout,
veillez quand même à faire le point de vos dépenses, de vos envies et de vos futurs achats, notamment par rapport à l'ameublement et compagnie, avant de vous installer ensemble. C'est un très bon conseil pour éviter beaucoup de désagréments plus tard, parce que j'en ai quand même lâché pas mal de plumes, notamment lors de la séparation où elle est partie avec beaucoup d'affaires qu'on avait achetées ensemble. Alors finalement, comment réussir à normaliser la conversation autour de l'argent dans son couple? Surtout quand le sujet a été soigneusement évité pendant très longtemps. Voici la réponse que m'a apportée Lucille Quillet. Et moi-même, certaines conversations, je réfléchis, tu vois, comment je vais l'amener, comment je vais le mettre sur la table. Il y a des choses qui sont sensibles. Et c'est vrai, moi, tu me dis si tu as remarqué la même chose que moi, mais plus on attend, plus c'est difficile. Plus le couple s'est installé dans un schéma, sans jamais le remettre en question financièrement parlant, plus c'est difficile. Voire même, ça devient à un moment donné impossible de se mettre à avoir des discussions d'argent qu'on n'a absolument jamais eues. Bah, c'est difficile parce que du coup, ça veut dire, ça veut dire que tout ce qu'on a fait jusque-là, toutes les habitudes qu'on a prises, en fait, ça t'allait pas. Donc, tu vois, c'est... Plus t'attends, plus la table, elle est lourde à renverser, entre guillemets. Tu vois, plus il y a de choses dessus. Alors... Comment faire Très bonne question. Bon, moi, j'ai pas écrit un livre de développement personnel, tu vois, et je trouve qu'il y a des choses auxquelles on peut réfléchir à son échelle, mais principalement, c'est un sujet de société et c'est aussi un sujet politique. Bon, une fois que j'ai dit ça, je peux quand même dire 2-3 trucs. Pour moi, faut avoir beaucoup d'indulgence quand on aborde le sujet de l'argent dans le couple. C'est jamais une seule discussion. Ça peut être 5, 10, 15, 20 discussions. C'est évolutif, ça change. Je pense qu'il faut juste avoir en tête que ça n'est pas personnel. Ça n'est pas personnel, ça n'est pas contre l'autre. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas l'autre, tu vois. Ça, c'est ça qui est difficile aussi. On a du mal à se dépêtrer de ça parce qu'on a tellement été dans cette idée que quand on aime, on ne compte pas. Sauf que c'est très dangereux, tu vois. Alors après, pour amorcer la conversation, on peut... tu vois, amener des bénéfices communs. Je pense que ça serait plus sain pour nous deux de réviser notre gestion du budget. Je me demande si c'est vraiment équitable pour nous deux. Parce que je pense que les hommes ont aussi à gagner, en fait, là-dedans. Tu vois, même si, alors peut-être pas financièrement, mais tu vois, par exemple, des couples où... Voilà, il y en a un qui a la plus grosse carrière et qui se dit je peux pas démissionner et prendre une année sabbatique. Peut-être qu'en fait avoir cette conversation, ça va aussi lui ouvrir des options où il va se dire on peut peut-être vivre autrement et peut-être que j'ai plus de choix que ça lié à ma vie professionnelle, tu vois. En fait, il s'agit pas d'accuser l'autre, encore une fois, c'est pas un complot où tu vois les hommes se sont réunis en disant comment on va les arnaquer et tout. Donc on peut très bien ouvrir cette conversation en disant écoute, en fait je me pose des questions, tu sais, moi je trouve ça toujours bien d'en parler avec le doute, tu vois, parce que faut arriver à une discussion, à un compromis, à quelque chose qui soit acceptable pour les deux. Si tu arrives en disant c'est dégueulasse qu'on fait 50-50 alors que je gagne 40% de moins que toi, non mais attends, c'est n'importe quoi. Bon, même si c'est vrai, même si les chiffres sont là, évidemment le premier réflexe de la personne ça va être de se mettre sur la défensive. Et t'es dit, attends, ça veut dire que tu m'accuses de quoi, mais je paye plus souvent le restaurant, mais je paye plus souvent, tu vois, enfin, admettons, tu vois, ce genre de choses. Donc, en parler posément. Et puis après, vraiment mettre tout sur la table, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'argent qu'on dépense, il y a aussi ce qu'on fait. Et les tâches domestiques. Et ce qui est intéressant, c'est de se mettre un peu dans des petits scénarios, genre, comment tu vivrais si j'étais pas là, tu vois. Ça, c'est... Bon, c'est quand même quelque chose d'assez drôle à imaginer. Il y a plein d'hommes, quand leurs conjoints ne sont pas là, ils commandent à manger. Où ils vont, ils vont payer une aide ménagère. Ils laissent la vaisselle traîner pendant 5 jours. Ou ils laissent la vaisselle traîner pendant 5 jours aussi, c'est une option. Mais si tu veux, parfois, ils payent plus. Et quand tu payes, et du coup, tu économises moins. Donc, tu te rends compte aussi. Donc, ça, c'est pas mal de se dire, attends, comment tu ferais si j'étais pas là? Est-ce que tu mangerais des pâtes tous les soirs? Tu vois, enfin, c'est hyper caricatural ce que je dis, mais en fait, c'est tellement vrai, tu vois. Côté protection matrimoniale, Héloïse Boll a un avis plutôt tranché sur la façon dont se protéger au mieux l'un l'autre au sein du couple.
40% des couples qui se marient aujourd'hui vont finir divorcés un jour ou l'autre. Donc, il faut l'avoir en tête. Ça peut arriver. C'est vraiment l'ordre du possible. Il faut pas se dire moi jamais, etc. Alors, sur ta question, moi en fait, je préfère le régime en séparation de biens parce que je le trouve plus clair et plus facile à comprendre en fait, et que on peut t'expliquer. On peut t'expliquer le contrat en communauté réduite aux acquets en te disant ça c'est propre, ça c'est propre, ça c'est commun, ça c'est commun. Il y a tellement d'exceptions et de petites choses et de petits détails que finalement, dans 2 jours, tu auras tout oublié. Et donc les gens vont se retrouver avec des surprises, des choses très, très compliquées à gérer. Le contrat de séparation de biens, au moins, il a un mérite, c'est qu'il est clair. Et donc... moi je trouve que c'est pour ça qu'il devrait être privilégié. Et puis par ailleurs, le côté tout ce qui est à toi est à moi dans le mariage en communauté de biens, c'est pas vrai, parce que je vais te donner un exemple d'une famille où il y a l'un des deux qui a des parents très bien dotés, donc qui va plus tard hériter ou qui a reçu des donations importantes, etc. Ces biens-là ne seront pas fondus dans le patrimoine du couple. Donc, finalement, le fait de dire « Ah, mais la communauté réduite aux acquets, c'est le seul régime qui soit pas mesquin », c'est pas vrai. Il y a quand même une distinction très nette qui s'opère sur certains biens. Donc, finalement, pourquoi ne pas faire la distinction sur... les biens qu'on gagne. Et en fait, je pense que c'est encore plus important de faire un régime en séparation de biens, un contrat en séparation de biens, quand on est dans une situation où les deux ont des patrimoines déséquilibrés, parce que s'il y en a un qui a beaucoup de patrimoine et pas énormément de revenus, et un autre qui a pas de patrimoine mais qui a beaucoup de revenus, les revenus de celui qui a des revenus sont partagés en deux. En revanche, le patrimoine de celui qui a du patrimoine, parce que ça lui vient de sa famille, lui, n'est pas partagé. Et donc là, on se retrouve dans une situation qui est totalement inéquitable. Et donc, ce régime de communauté réduite aux acquets, dans ces cas-là, il est inéquitable. Pour conclure cet épisode best-of, c'est à Héloïse Boll que revient le mot de la fin. Elle m'a offert un récap avec les 10 règles d'or que contient son livre « Les bons comptes font les bons amants ». J'ai sous les yeux ta conclusion, c'est les 10 règles d'or pour que couple et argent fassent bon ménage. Alors c'est vrai qu'on peut repasser en revue certains conseils qu'on a donnés. Effectivement, l'idée c'est de pouvoir cerner rapidement la relation que l'autre a avec l'argent. En 2, d'aborder ouvertement les questions d'argent et d'établir des règles. En 3, de revoir ces règles régulièrement. En 4, de viser l'équité plutôt que l'égalité dans la répartition des dépenses. En 5, respecter le partage des tâches financières. Donc on évite de se partager, toi tu prends ça, moi je prends ça, mais on essaye de plutôt faire du X% de l'un, X% de l'autre sur toutes les dépenses. Et surtout on remplit toutes les déclarations d'impôts et on fait les tâches administratives liées aux finances à deux. C'est ça les tâches financières, le partage des tâches financières. Tout à fait. Et ça va en lien avec le conseil d'après qui est pour les dépenses importantes, on l'a vu, donc c'est notamment les prêts immobiliers et les impôts, conserver des traces du paiement de chacun, utiliser un compte joint spécifique pour ces grosses dépenses-là, mais de manière générale, on est quand même pro compte joint, toutes les deux, hein, qu'on se le dise. Bien se renseigner avant de choisir un régime matrimonial. Conseil numéro 9, relire avec précaution son contrat de mariage ou de Pacs avant de le signer. Alors vous avez entendu Héloïse, c'est important de relire les contrats avant de les signer. Hein. Et 10, la clé d'une séparation réussie, dialoguer et faire des concessions. On peut rajouter ne pas déléguer la gestion à son partenaire. Toujours s'éduquer, s'informer sur les finances, parler. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ce format best-of vous plaît. Si vous avez des idées de best-of, de sujets que je peux mettre en best-of, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram en message privé et je garderai votre suggestion de côté pour la période notamment estivale dans laquelle je compte aussi vous proposer de prochains
Best of. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes Best of ou de nouveaux épisodes inédits. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.